5 années couché sur un lit, 5 années sans rien faire, 5 années à voir ma femme se battre pour que je reste avec elle. 5 années que je l'ai vu lutter pour que Dieu m'accorde sa miséricorde. Car oui, je suis un pécheur. Moi c'est Valère, le ressuscité. Si on peut le dire, car il y a pas longtemps je ne serais plus en vie, peut-être même sans savoir, j'avais fait un tour dans le monde des morts avant de revenir. C'est dur Solange, on me parle d'un salaire de 50 000 pour travailler chaque jour. Non, actuellement tu ne peux pas. Ne pense pas que tu sois déjà totalement rétabli. Valère, tu n'as pas encore toutes tes forces Valère. Est-ce qu'on a alors le choix? Tu peux trouver un truc où tu travailles même 3 fois par semaine. Je travaille, donc je gère quand même. Je ne sais même pas pourquoi tu es obligé de vouloir bosser. Non, il le faut. N'oublie pas que maintenant on a un loyer à payer, des factures, Dimitri qui doit aller à l'école. Sans compter qu'on doit manger, les déplacements, tu penses gérer ça toute seule alors? Un boulot qui ne te demandera pas beaucoup de force. C'est tout et elle s'en alla, j'avais la meilleure femme du monde. Beaucoup de personnes s'étaient demandé pourquoi et ce qu'elle m'avait soutenu malgré le fait qu'elle connaissait la vérité. À part de l'amour, je ne voyais aucune autre raison. On avait déménagé l'ancienne maison en abandonnant tout. Jusqu'aux vêtements, on avait aménagé dans un studio très loin de l'ancien quartier. Après 2 ans, grâce à Dieu, Solange avait eu un boulot même si le salaire était très minable, on parvenait à survivre. C'est pour cette raison que, lorsque j'ai pu marcher à nouveau, j'ai voulu l'épauler pour la suite. Comme vous avez constaté, effectivement, je n'avais plus d'amis, je ne travaillais plus, je n'avais pas vu mon beau-père depuis ces dernières 5 années. Je n'étais plus passé à la brigade, je ne voulais plus les voir, ni sentir leur présence à côté de moi et au fond de mon cœur, je gardais une rancune très amère les jours où Solange était au boulot. Je me chargeais d'aller chercher Dimitri à l'école, alors j'avais pris un taxi et à l'intérieur, je retrouvais quelqu'un. Et Père Nathan, comment tu vas? Ça va bien Valère et toi? Ça va? Je récupère encore les forces. Dieu va aider comme il a commencé. Amen. Mais où est ta voiture? Au garage et c'est là où je vais. D'accord, et Juliana, comment elle va? Bien, merci. Pendant ma maladie, ne pouvant déplacer le père Albert qui était toujours occupé, c'est le père Nathan qui prenait soin de moi avec des prières et des conseils à ma femme. Pour dire, il avait sa partie dans mon rétablissement miraculeux et du coup sa femme. Lui et notre petite famille sommes devenus extrêmement proches, il était descendu avant moi et j'ai continué jusqu'à l'école. Dimitri, me voici, mon fils avait grandi et était en parfaite santé, je me souvenais de ce qui se passait lorsque j'étais membre des loges. J'avais failli le donner en sacrifice à ces menteurs illusionnistes, mais la vie n'avait pas permis cela et c'est moi qui en ai payé le prix. Oui, je le méritais. Alors ça va garçon? Oui papa. Je croyais que c'est maman qui devait venir me chercher. Non, maman est au travail. Elle ne sera que là le lendemain matin. Dimitri ne nous avait que réellement connus, aussi père Nathan et sa femme qui l'appelaient communément Tata. On a repris un taxi et nous sommes rentrés à la maison, il a mangé, il s'est reposé et le soir on a fait quelques exercices pour la révision de ses cours. Le matin lorsque Solange rentrait, elle était toujours fatiguée, le travail était tellement pénible et la voir ainsi me poussait à mettre ma main dans la pâte car si elle le faisait, c'était pour assurer notre survie aussi. Je me disais qu'avec tout ce qu'elle avait traversé ces dernières années, ma femme méritait du repos mais peut-être jusqu'ici la vie me punissait encore. Non, ne touche rien. Je vais faire tout le ménage, même la cuisine. Repose-toi s'il te plaît. Merci chérie. C'est moi qui te dis merci. Je me sentais tellement redevable envers cette femme qu'un simple merci ne signifiait rien pour moi. Je voulais la rendre heureuse, mais cette fois en travaillant dur et en gagnant honnêtement ma vie. Tu sais, j'ai hâte de trouver un truc à faire, je sais que tu te bats pour nous mais normalement ce n'est pas toi qui devais le faire. Si j'avais écouté ma mère, on n'en serait peut-être pas là. C'est du passé maintenant Valère, tu es sur le bon chemin alors crois juste en Dieu et je suis sûr qu'il t'ouvrira les portes. Sois patient. D'accord, je l'espère. Pendant qu'on parlait, voilà son père qui passait à la télévision, bien sûr que oui, c'était les seules occasions où elle avait encore l'habitude de voir son père. À la télé, il devenait très puissant et très influent dans le pays. Sachant de quel cercle je sortais, je savais que cette gloire n'était pas simple et plus je voyais ces gens,
plus je voulais les détruire tout simplement. Car ils avaient gâché ma vie. Plus les jours passaient, plus mon désir d'épauler ma femme me hantait, ça me rappelait beaucoup mon enfance. Cette enfance-là qui m'avait conduit dans la perdition et tout le reste passé. Je marchais pour la maison quand mon téléphone sonna et c'était le père Nathan qui m'appelait. Allô Valère? Oui, père Nathan. Oui, j'espère que tu vas bien. Tu es où? En fait, je t'appelle pour un petit boulot si ça te dit. Mais je sais que ça va t'intéresser. Un boulot. Il s'agit de quoi? En fait, j'ai un ami qui sera au pays pour superviser ses travaux et il en aura pour quelques mois. Il m'a demandé de lui chercher un chauffeur car il ne maîtrise pas bien le Cameroun, c'est un salaire de 150 000 par mois. Je ne pouvais pas rater cette occasion. À ce moment je me suis dit même si Solange dit quoi, je vais seulement faire ce boulot. Je suis preneur. D'accord, on ira déjà le chercher demain à l'aéroport car tu commences demain très exactement. D'accord. Je serai là sans faute. D'accord. Merci beaucoup. Pour un chauffeur, c'était quand même lourd comme salaire, alors il était pour moi hors de question que je refuse ce boulot. Je suis rentré et j'en ai parlé à Solange qui au départ refusait mais lorsqu'elle a su que c'était par l'intermédiaire du père Nathan que je l'avais eu, elle baissa son cœur. Mais je te demande juste d'être prudent Valère s'il te plaît, fais très attention à toi. Je te promets que dès qu'il y a le moindre petit hic je me tire. D'accord. Je comprenais sa crainte et cette fois-ci, je ne comptais vraiment pas la décevoir. Enfin ce que je croyais jusqu'à ce que le lendemain j'aille retrouver le père Nathan, nous sommes entrés dans une voiture que je conduisais et nous sommes allés à l'aéroport. En fait, c'est un de mes frères avec qui j'ai grandi, à chaque fois qu'il vient au Cameroun. Il en a pour 6 mois et ensuite il rentre. Toujours je lui trouve un chauffeur pour toutes ses courses et ses visites. Et j'ai pensé à toi cette fois vu le besoin dans lequel tu te trouves. Merci beaucoup. Il préfère rester anonyme, donc tu devras l'appeler monsieur. Sans souci. Nous sommes arrivés quelque part. Père Nathan me présenta à lui, et il me salua. Oh mon frère pasteur. Comment tu vas? Je vais bien mon frère et toi-même. Lui c'est Valère, il sera ton chauffeur durant ton séjour. Ah d'accord. À vue d'œil, je l'avais plutôt trouvé sympa, ils souriaient et ils avaient l'air de beaucoup s'apprécier. Je me souviens d'une partie de leur conversation dans la voiture. Où au père Nathan il avait dit. J'ai un grand monsieur à voir pour un truc là, je dois passer chez lui, il m'a donné rendez-vous et si je le rate, je ne pense plus le voir. D'accord, homme d'affaires, vous me déposez et il va t'accompagner. D'accord. Je conduisais, j'ai laissé père Nathan chez lui ensuite je suis allé avec le client à son rendez-vous. On va à Longcac. Je n'ai pas répondu, juste secoué la tête. Arrivé à Longcac il s'est mis à me guider et on prenait une route un peu déserte. Et on a fini par arriver devant une grande maison. J'avais eu un mauvais pressentiment. Ah bon? Une froideur avait traversé le long de ma colonne vertébrale. Nous sommes entrés dans la grande concession qui était gardée par des hommes en tenue et j'ai garé où l'on avait indiqué. Tu m'attends là, je reviens. M'avait dit le client, il est sorti de la voiture, il a parlé un moment avec le costaud gendarme qui gardait la porte d'entrée. J'avais un mauvais pressentiment, une froideur, je ne me sentais pas à l'aise, je me demandais pourquoi mais je n'arrivais pas à trouver une réponse. On finit par laisser entrer le client, ce qui s'était passé là-bas je ne sais pas mais 2 heures après, il ressortait avec un plastique et derrière lui qui vois-je? Le père de ma femme, mon beau-père. Il venait dans la cour en parlant de quelque chose, c'est clair qu'il allait me voir, je ne sais pas si je voulais qu'il me voie mais lorsqu'ils furent proches de moi, il me vit et arrêta de parler. Moi aussi je me mis à le fixer, je n'avais pas peur de lui, je le méprisais ce diable, je voulais qu'il paye pour tout ce qu'il avait fait mais comment? J'étais très inférieur à lui physiquement et même lorsque j'étais encore dans la loge il était mon supérieur. C'est qui ce monsieur dans ta voiture? C'est mon chauffeur. Vous vous connaissez quelque part? Non pas vraiment, c'est un frère qui me l'a confié. Ah d'accord, parce que son visage me dit bien quelque chose. À quoi jouait-il? Mais bien sûr qu'il me connaissait, voulais-je crier mais quelque chose me retenait. Ton beau papa là. Hein. De toutes les façons ce n'est pas important, vous faites comme l'on s'est dit et on se reverra. D'accord. Le client est revenu entrer dans la voiture, mon beau-père m'a lancé un regard noir qui m'a fait comprendre qu'on devait forcément se revoir. J'ai donc repris la route avec le client pour un hôtel cette fois, pendant qu'on roulait, je le regardais à travers le rétroviseur, je mourais d'envie de lui poser quelques questions.
Je connaissais mon beau-père et sa compagnie était malsaine, mais comment quelqu'un qui était ami avec Père Nathan avait des contacts comme celui de mon beau-père? Était-ce parce qu'il était juste un homme influent? Je voulais savoir. Arrête-toi là. Me dit-il. On s'arrêta dans un secteur où les prostituées étaient en masse et il me dit à nouveau. Je n'aimerais pas dormir seul, tu vois la fille brune placée là? Est-ce que tu peux l'appeler pour moi s'il te plaît? C'était mon patron du coup, je n'avais qu'à obéir. Et en plus ce n'était pas si difficile, ces filles étaient là pour ça. Je suis sorti de la voiture et je suis allé vers la fille. Je n'ai pas trop parlé et elle m'a suivi, j'ai ouvert la portière et elle est entrée derrière comme lui. On a repris la route, et les hostilités avaient plutôt commencé dans la voiture avant même d'arriver à l'hôtel. Lorsque nous sommes arrivés, il avait enlevé 50 € et m'a remis en me disant de rentrer et de revenir le lendemain à 6 heures. D'accord monsieur et merci. Je suis rentré et eux ils sont montés dans l'hôtel, ces bagages ont été gérés par les réceptionnistes. Je n'étais pas convaincu, je savais qu'il y avait un truc louche qui se passait entre ces deux, je voulais en parler à ma femme, mais si à un seul moment je lui racontais ce qui s'était passé. C'est clair que j'aurais arrêté de travailler et moi j'avais vraiment besoin de ce boulot, de cet argent. Je me suis dit qu'une fois que mon client va rentrer, je n'aurai plus affaire à mon beau-père. Bonsoir. Ne me dis pas que tu vas rentrer tard chaque jour comme ça. Non, tu sais que c'est aujourd'hui qu'il arrivait donc il y avait un peu de protocole, trouver l'hôtel, il fallait qu'il mange, un tas de petites choses là. Je demandais seulement. Ma femme avait préparé, elle m'a servi et j'ai mangé. On a parlé, elle m'a tellement posé les questions sur mon client. Mais tu es comment Valère? Comment tu peux travailler avec quelqu'un et même son nom tu n'as pas? C'est normal ça. Qu'est-ce que je fais avec son nom tant qu'il me paye? Si quelque chose t'arrive, on doit savoir avec qui tu traînais. On n'aura qu'à demander à Nathan car c'est lui qui me l'a présenté. En tout cas, j'espère qu'il va vite rentrer d'où il sort et tu m'arrêtes ce genre de boulot avec les personnes bizarres. La pauvre Solange, si elle savait même que j'avais vu son père. Allons dormir, je dois sortir demain à 6 heures. Ok. On est allé se coucher et le lendemain matin à 5 heures j'étais déjà debout pour aller rejoindre mon client. Solange et Dimitri dormaient encore, à 5h30 je pris la route pour l'hôtel lorsque je suis arrivé, je suis allé me placer près de la voiture et net à 6 heures. Il est descendu de sa chambre d'hôtel tout seul avec un sac qui semblait lourd, j'ai essayé de l'aider mais il m'a dit. Non non. Laisse. C'est fragile, je vais me débrouiller. D'accord. Puis il s'attarda plutôt sur ma ponctualité sinon, j'aime beaucoup travailler avec les personnes ponctuelles, ça me plaît bien que tu le sois. De ce côté-là, comptez sur moi et c'est normal quand on sait ce que l'on veut. Bon déjà on va où l'on était hier, et ensuite on ira manger encore chez mon beau-père. J'ai quand même démarré la voiture et nous sommes partis, chaque fois que j'arrivais là, je ne me sentais pas à l'aise. Ok c'est bon. Cette fois on avait trouvé mon beau-père qui arrosait ses plantes, donc il était dehors, mon client est sorti avec le sac et après leur salutation. Il le lui a remis, on ne donnait rien à mon beau-père pour rien et ce qu'on lui donnait n'était jamais du gâteau, c'était des choses assez mystérieuses. Je voulais percer cette énigme, mon beau-père a pris le sac, il a appelé un de ses gendarmes d'aller le garder ensuite je les voyais parler et mon client qui me montra du doigt. Que pouvait-il bien se dire? Puis il me fit signe de venir, je suis sorti de la voiture et je les ai rejoints. Mon client nous a présenté. Le chef a demandé qu'on déjeune ici et j'ai préféré dire oui, tu es aussi convié. D'accord merci monsieur. Pourquoi cette coïncidence qui m'avait remis sur le chemin de cet homme? Il faisait semblant de ne pas me connaître mais pourtant on se connaissait très bien. Nous sommes entrés chez lui et comme toujours il y avait des signes que je reconnaissais, des nouveaux qui signifiaient sa suprématie. Son évolution en grade dans la loge. Le temps qu'on installe la table vous pouvez vous asseoir là. Merci. Répondit mon client, moi je ne parlais pas, quelques minutes après la table fut prête et on alla s'installer. Ça ne te dérange pas qu'on parle devant ton chauffeur? Non non. On peut parler. D'accord. Alors comme je te disais j'ai aidé dans ma vie, une jeune garçon que j'ai pris comme mon fils mais ma récompense fut le mépris. Il a été un très grand monsieur mais il a fait le choix, un choix qu'il a rendu 0 plus tard. Non moi, je sais que lorsque je vais retourner en Europe, tout va bien se passer pour moi.
Je te fais tellement confiance. Ne t'inquiète pas. Mais mon garçon là, il n'est jamais trop tard, un père ne jette son fils, je l'attends à bras ouverts, sa place ne souffre de rien et je le rendrai encore homme. Il s'adressait à moi et je le savais, je n'avais pas voulu intervenir pour ne pas passer pour celui d'irrespectueux, déjà le message était passé. Il souhaitait me faire revenir auprès d'eux et voulait que je le lui demande. Je trouvais ça méchant, après tout ce qu'il m'avait fait, je voulais seulement le détruire et pour le détruire. Il n'y avait qu'une solution, être proche de lui. Le déjeuner était terminé et on est rentré. À partir de ce moment j'entrais dans un dilemme. Partir ou rester, mais en même temps si je n'acceptais pas les offres de mon beau-père, je n'avais rien à craindre. À ma femme je cachais les visites qu'on faisait là-bas tout le temps. Mon client lui par contre avait une habitude qu'à la longue je trouvais suspecte. Chaque vendredi il rentrait avec une fille de joie et c'est le lendemain samedi qu'il allait toujours avec un sac chez mon beau-père lui remettre. Mais pourquoi je trouvais encore cela plus suspect? Parce que je ne revoyais jamais ces filles là un samedi, donc à 6 heures comme d'habitude. On prit la route pour la maison de mon beau-père. Je me souviens ce matin-là, je n'étais pas d'humeur à sortir mais c'était le boulot donc obligé d'y aller. On a roulé et on s'est fait interpeller pour la première fois par la gendarmerie. Je vis l'attitude de mon client très suspecte, il se mit à transpirer, trembler. Paniqué, il serrait le sac entre ses pieds. Bonjour. Je suis le gendarme. Est-ce qu'on peut fouiller la voiture? Mais monsieur, nous sommes pressés. Depuis quand on nous contrôle? On passe pourtant là tout le temps. Le coup d'œil du gendarme sur le sac. On peut avoir ce sac s'il vous plaît? Non. Je ne vous donne pas mon sac, pourquoi est-ce que vous me fouillez déjà? Je dis non. Petit tiraillement entre mon client et le gendarme qui fut obligé d'appeler du renfort. Mon client faillit même arriver aux mains seulement pour protéger son sac. Moi je me demandais bien ce que cachait ce sac. Les gendarmes finirent par rentrer en possession du sac et quand ils l'ouvrirent. Merde, c'est quoi ça? Dixit un d'eux et là à l'instant des armes braquées sur nous. Ne bougez plus, plus aucun geste. Sans savoir pourquoi, je regardais mon client et il essayait de négocier à basse voix, il suppliait les gendarmes de ne pas le livrer. Je vous donne ce que vous voulez, combien vous voulez mais s'il vous plaît laissez-moi partir. Les gendarmes aussi de leur côté, ne cédaient pas, au contraire ils le menaçaient même plus en lui parlant de corruption mais même jusque-là. Je ne savais pas de quoi mon client était accusé. Sortez du véhicule, sortez. Comme un éclair, les renforts étaient déjà là, on nous mettait les menottes puis on nous poussait dans la pick-up des gendarmes. Je n'arrivais même pas à dire un seul mot. Je n'avais même pas peur de l'endroit où on m'amenait mais plutôt de la réaction de ma femme. Qu'allais-je lui dire? Elle allait sûrement penser que je n'ai donc pas changé. On roulait et mon client essayait toujours de négocier mais en vain. Rien ne fonctionnait, j'entendais mon client sortir de sa bouche des costaudes sommes qu'il leur proposait. Je vous parle là des milliards de francs mais on aurait dit que ces hommes-là n'en avaient pas besoin, j'ai été du corps donc je connais comment ces gars vivent. Nous sommes arrivés à la brigade et c'est où notre calvaire avait commencé. Déjà à l'entrée, on aurait dit qu'on nous attendait. Donc c'est eux, vous allez confirmer. Tout ceci pour l'argent facile. Vous ne pouvez pas travailler. On nous a fait asseoir dehors à même le sol et on a ouvert le sac devant nous pour faire des photos et là. Dans le sac, mince quelle horreur. J'ai vu et j'ai regardé mon client avec un air surpris et un air très apeuré. Attends c'est quoi ça? Mais, tais-toi. Je reçus une violente gifle qui ferma ma bouche à l'instant. Il ose parler. Tu veux maintenant faire croire aux gens que tu n'es pas au courant de ce que vous faites et pourtant c'est toi qui conduisais. C'était horrible ce qui se trouvait à l'intérieur de ce sac, des têtes de femmes, des orteils, des doigts. Les cœurs. On aurait dit une boucherie humaine. Cette fois je voyais ma vie terminée. J'aurais pourtant dû me tenir à l'écart de tout ceci dès le départ, pourquoi avais-je insisté? Oui j'oubliais, je voulais gagner un peu d'argent. Levez-vous, vous allez attendre le commandant aux frais. En nous brutalisant, on nous conduisait dans une cellule pas seulement nauséabonde mais habitée. Ce sont nos nouveaux collègues. Demanda un des prisonniers avec une voix très grave, je commençais cette fois à penser à mon sort qu'à ma femme. Allez entrer là-bas. On nous poussa à l'intérieur. Dans cette cellule, 2 gars, à vue d'œil, ce sont sûrement les plus grands gangsters de la ville. Mon client et moi restons collés au barreau de l'entrée. Les filles, vous avez peur?
Personne n'ose répondre, je tremble comme une feuille, mon client pareil. Zagor, c'est toi qui effraie nos invités. Ha effrayé. Pourtant je n'ai même pas encore dit un mot. C'est même ça qui me venda sur eux depuis là. Leur conversation, mais surtout le ton qu'ils utilisaient fichait une trouille immense. Lorsque celui qui s'appelait Zagor s'est levé, la langue de mon client s'est dénouée. S'il vous plaît, ne nous faites pas du mal, on a de l'argent, on va vous donner Zagor. De l'argent, c'est où? C'est dans mon pantalon dehors. Et qu'est-ce qui prouve que tu vas nous donner? Je suis un homme de parole. Les négociations se firent longues, je ne sais pas quelles étaient les réelles intentions de Zagor mais je n'osais même dire mot. Quelques minutes après on est venu nous chercher, comme quoi le commandant était là. On est sorti de la cellule et on a rejoint ce dernier dans son bureau. Assis sur la fraîcheur du sol. C'est là, vous leur avez donné ce qu'ils méritent d'abord avant de passer aux interrogations. Non mon commandant. Pourquoi? Sortez avec eux, vous leur donnez ça. On nous a pris, comme si ces gens attendaient ce moment, on nous a tapés comme des bandits de grand chemin pendant environ 1 heure de temps, puis on nous a ramenés au commandant. Vous avez vu ce qu'on vient de vous faire. Si vous ne dites pas la vérité, avant de vous déférer une fois, on vous fera ça triplement. Moi, la seule vérité, jusqu'ici que je savais et que je ne connaissais rien des trafics de mon client, je n'étais que son pauvre chauffeur. On vous écoute. Mon client prit la parole. Mon commandant, pardon, je vous en prie, on peut arranger à l'amiable et je promets d'arrêter tout ça, je vous en prie. Attendez, le bruit de la joue de mon client résonna suite à une claque qu'il venait de recevoir. Vous vous baladez avec des têtes de femmes dans un sac, des cœurs et tout le reste et vous me parlez d'amiable. Une fois de plus monsieur, d'où sortent ces choses-là? Mon commandant. Mon commandant. Parlez. C'est pour faire des rites pour que mes activités marchent à merveille en Europe. Et où prenez-vous ces filles? Ce sont des filles de joie que je récupère lorsque je sors d'une virée nocturne, je rentre avec elles à la maison, ensuite je les tue, avec certains complices, on se charge de faire disparaître le reste du corps. Les autres parties je les garde. Pour en faire quoi? Là il n'arrivait plus à parler. Pour en faire quoi? Merde. Mon commandant, moi-même je ne sais pas, je livre juste ça à un monsieur et quelques jours après, je constate moi-même l'évolution de mes entreprises. Donc comme ça, vous avez des complices? Vous avez quelqu'un à qui vous livrez? Vous avez même quelqu'un qui vous conduit? Non mon commandant, moi je ne le connais pas. Je suis juste. Tais-toi, tu ne connais pas quelqu'un mais tu roules avec lui. Ne me prenez plus pour un con là. Vous monsieur, dites-nous à qui vous livrez vos. Je ne sais même comment appeler cela, c'est le moment que tout le monde attendait, on voulait savoir tout qui était à la tête de cette chaîne diabolique. Même si moi je savais déjà, je voulais avoir une confirmation si je répète encore cette question. Lorsque mon client donna le nom de la fameuse personne, les autres furent surpris mais pas moi. C'était un peu la peur. Le commandant la semblait ne pas connaître l'autre facette de mon beau-père qui était son supérieur. Il est sorti et quand il est revenu, il a ordonné qu'on nous remette d'abord à l'intérieur de la cellule. Je me demandais ce qui devait réellement nous arriver, car dans ce corps, il était pratiquement impossible au commandant de mettre à nu son supérieur, surtout que s'il le faisait. Il ne pouvait pas gérer les conséquences car oui, la vérité est que mon beau-père était un homme extrêmement puissant, d'heures et des heures passées dans la cellule, puis la nuit nous trouva là. Le lendemain matin, j'avais faim, froid et j'étais très fatigué. J'étais innocent, sûrement ma femme s'inquiétait déjà. Qu'allais-je lui dire? Je voulais rentrer chez moi. Le lendemain aux environs de 16 heures, je suivis la voix de mon beau-père à l'extérieur et quelques minutes après on vint nous chercher. On arriva devant lui, il était assis et les autres debout. C'est eux. Oui chef. Ils me connaissent où? C'est vous qui dites que vous me livrez des organes. Le regard de mon client qui fut surpris, si ce n'était pas la fatigue, je parie que j'aurais éclaté de rire. Mon commandant, déférez-les et précisez qu'il y a diffamation en plus de leur forfait. Mon client s'est mis à supplier, mon beau-père est sorti. Mais en sortant il ajouta, n'oubliez surtout pas de les maltraiter. Cette phrase, les 2 jours qui avaient suivi étaient un calvaire, on nous fouettait 3 fois par jour, on nous mettait en dessous d'un endroit où tombaient des gouttelettes d'eau en plein milieu de notre crâne. Au bout d'1 heure lorsqu'on nous levait, on n'était plus qu'une personne qui avait bu un casier de bière. Oh toi, viens. Je fus surpris qu'on m'appelle mais pas mon client, on me mit dans une voiture,
entouré de gendarmes armés, où on partait je n'avais aucune idée. On arriva dans une maison et je me retrouvai avec mon beau-père. C'est bon, enlevez-lui ses menottes et laissez-nous. Ordonna-t-il à ses gendarmes. Ils ont obéi, nous sommes restés, il était assis en face de moi, il me regardait. Je le regardais, puis il brisa le silence. Valère, ça va, assieds-toi, je suis très heureux de te revoir. Il faut qu'on parle fils.